La grenade s'est écrasée à travers la fenêtre du restaurant et Sarah avait 3 secondes pour sauver sa fille. Mais un garçon sans abri qu'elle n'avait jamais rencontré s'est jeté sur l'engin et a pris toute l'explosion. Quand Sarah a tiré une photographie tachée de sang de sa poche, ses mains ont commencé à trembler. Le garçon tenait une photo de son mari avec un exécuteur mort des Hells Angels. Au dos étaient 5 mots. La fraternité ne finit pas avec le sang. Qui était ce gamin? Et quel secret son mari cachait-il qui valait la vie d'un enfant? Avant que nous continuions, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne et faites-nous savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Profitez de l'histoire. La grenade a frappé la fenêtre du Rosie's Diner à exactement 14h47 un samedi après-midi à Riverside, Californie, et William avait moins de 3 secondes pour décider s'il devait sauver 2 inconnus ou se sauver lui-même. Il se tenait près du couloir des toilettes, 14 ans et les yeux creux de 8 mois dans les rues, regardant la femme et la petite fille dans la banquette sept comme il les avait regardés pendant des semaines. Sarah avec ses mains nerveuses coupant des crêpes en carré parfait. Amelia avec du sirop sur le menton et un lapin en peluche coincé sous son bras. Le SUV noir à travers Market Street tournait au ralenti depuis 6 minutes avec son moteur en marche et ses fenêtres entr'ouvertes. Et William connaissait ce son, c'était attente prédatrice, parce que son père, Marcus Reaper, Sean, lui avait appris à lire la violence comme les autres enfants lisaient des bandes dessinées. Quand la vitre arrière du passager s'est abaissée et que la figure masquée de noir a tiré la goupille de la grenade à fragmentation M67, le corps de William a bougé avant que son cerveau ne comprenne, les jambes pompant à travers le sol en linoléum à carreaux, alors que l'engin explosif tombait, et sur et à travers l'air au ralenti. Traînant son levier de sécurité comme un papillon de métal. Il n'a pas pensé au fait qu'il pesait 98 livres mouillés ou que ses côtes étaient visibles à travers son hoodie Dodgers déchiré ou que personne ne l'avait appelé par son vrai nom depuis 243 jours. Il a pensé à la photographie pliée dans sa poche, le bras de son père autour d'un motard tatoué nommé Daniel, devant un clubhouse à Oakland. Les 2 hommes souriant comme des frères, et comment Marcus lui avait fait mémoriser ce visage avant que les gardiens de prison ne l'entraînent pour la dernière fois. Sarah a levé les yeux de l'assiette d'Amelia juste au moment où les baskets de William ont dérapé sur du jus d'orange renversé, ses yeux s'écarquillant alors que la grenade s'écrasait à travers la vitre de la fenêtre dans une explosion de tessons scintillants, rebondissant une fois sur le carrelage avant de rouler jusqu'à s'arrêter à 3 pieds des baskets roses de sa fille. William n'a pas hésité. Il s'est jeté en avant dans un plaquage plongeant qui aurait rendu fier son entraîneur de football du collège s'il avait eu la chance de faire du sport organisé au lieu de survivre au foyer d'accueil et au fil d'attente des soupes populaires. Son corps couvrant complètement la grenade, alors que sa poitrine frappait le sol et que ses bras s'enroulaient autour de la M67 comme s'il étreignait d'un ballon de football. Sarah a crié et a attrapé Amelia, tirant sa file sous la table juste au moment où le monde a explosé en feu et tonnerre et une onde de pression qui a transformé l'air en un mur solide de force. L'explosion a soulevé le corps de William de 6 pouces du sol avant de le ramener au sol. Des éclats d'obus déchirant son dos et ses épaules et ses jambes. Des fragments de métal conçus pour tuer des soldats ennemis dans des zones de combat maintenant incrustées dans la mince ossature d'un garçon sans abri qui a décidé que 2 vies valaient plus que la sienne. Les fenêtres du restaurant ont soufflé vers l'extérieur dans une cascade de verre de sécurité qui est tombée sur Market Street comme une grêle de diamants. Des alarmes de voitures hurlant, de la fumée s'échappant de l'épicentre où la banquette 7 avait été. Et quelque part à travers le bourdonnement dans les oreilles de Sarah, elle a entendu Amelia sangloter et sa propre voix faisant des sons qui ne formaient pas de mots. Les pneus du SUV noir ont crissé alors qu'il s'éloignait du trottoir, disparaissant dans le trafic de Riverside, avant que quiconque ne puisse lire la plaque d'immatriculation.
Et Sarah s'est tirée elle-même et Amelia de sous la table à quatre pattes, rampant à travers les débris et le sang et l'odeur âcre de Cordite, qui lui rappelait des choses qu'elle avait enterrées profondément dans son passé. William gisait sur le ventre au centre d'un rayon d'explosion, immobile, sauf pour la montée et la descente superficielle de son dos, et la quantité de sang s'accumulant autour de lui a fait que la formation de secouriste de combat de Sarah s'est déclenchée avant que sa panique civile ne puisse prendre le dessus. Elle a pressé ses mains contre la plus grande blessure qu'elle pouvait voir, ses doigts s'éloignant cramoisis, et Amelia criait « Ma maman, ma maman, ma maman » en boucle qui ne s'arrêterait peut-être jamais. Et d'autres clients du restaurant trébuchaient vers la sortie ou se cachaient derrière des tables renversées. Et la serveuse nommée Rosie, qui leur avait servi du café, était au téléphone avec le 911, disant des mots comme explosion et victime. Et dépêchez-vous, s'il vous plaît, mon Dieu, dépêchez-vous. Sarah a arraché son cardigan et l'a tassé contre le dos de William, appliquant une pression comme on le lui avait appris à Camp Pendleton il y a une éternité. Et elle chuchotait « Reste avec moi, gamine, reste avec moi », même si elle n'avait aucune idée de qui il était ou pourquoi il venait de se sacrifier pour sa famille. Son visage était tourné sur le côté, joues pressées contre le carrelage, et ses yeux étaient à moitié ouverts et flous, ses lèvres bougeant sans son, et Sarah s'est penchée plus près pour l'entendre chuchoter trois mots qui n'avaient pas de sens. « Dis à Daniel, fraternité. » Puis ses yeux se sont révulsés et son corps s'est relâché, et Sarah a cherché un pouls dans son cou avec des doigts tremblants, trouvant un battement filiforme qui pourrait disparaître à tout moment. Les sirènes sont arrivées 4 minutes plus tard, ce qui a semblé durer 4 heures, et des ambulanciers paramédicaux et un uniforme du service d'incendie de Riverside ont afflué par l'entrée brisée avec des brancards et des trousses médicales et l'urgence efficace de personnes qui avaient vu trop de traumatismes. Ils ont pris le relais de Sarah avec des mains expertes, coupant le hoodie de William pour exposer les blessures par shrapnel, commençant 4 lignes, aboyant une terminologie médicale que Sarah comprenait mieux qu'elle n'aurait dû. Et l'infirmière paramédicale principale, une femme nommée Chun aux yeux gentils, a regardé Sarah et a dit « Vous lui avez sauvé la vie avec cette pression, madame. Bon travail. Avant qu'il ne charge William sur le brancard, abonnez-vous maintenant. Vous ne savez jamais quand vous aurez besoin de sauver quelqu'un que vous aimez. » Sarah est montée dans l'ambulance avec Amelia serrant sa taille parce qu'elle ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais elle savait qu'elle devait rester avec ce garçon, devait comprendre pourquoi il connaissait le nom de son mari, devait s'assurer qu'il survivrait à toute cette folie qui venait de déchirer leur samedi après-midi normal. L'ambulance a hurlé à travers les rues de Riverside vers l'unité de traumatologie de l'University Medical Center. Et par les fenêtres arrière, Sarah a regardé la fumée noire s'élever du restaurant de Rosie comme une pile funéraire. Et elle a pensé au SUV et à la violence calculée, et comment ce n'était pas aléatoire, n'était pas un accident, n'était rien de près de fini. La salle d'urgence du Riverside University Medical Center était un chaos contrôlé. Médecins et infirmières convergeant sur le brancard de William, au moment où ils l'ont poussé à travers les portes automatiques, des voix se chevauchant avec Mal de 14 ans, multiples blessures pénétrantes par shrapnel, tension artérielle en baisse, possible hémorragie interne. Amenez-le à la salle de traumatologie 3 maintenant. Sarah se tenait dans le couloir tenant Amelia, toutes deux couvertes de sang qui n'était pas le leur, et une infirmière a essayé de les escorter à la salle d'attente, mais Sarah a refusé de bouger jusqu'à ce que quelqu'un lui dise si le garçon allait vivre. Un médecin a émergé 20 minutes plus tard. Un homme d'une 50aine d'années à l'air fatigué avec des vêtements de chirurgien et l'attitude de quelqu'un qui annonçait de mauvaises nouvelles professionnellement. Et on a regardé Sarah avec l'expression qui signifiait « commencez à vous préparer ». Il a pris toute l'explosion, a dit le médecin,
sa voix plate avec un détachement clinique qui masquait à peine l'épuisement. Personne ne survit à ce genre de dommages par shrapnel. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais vous devriez vous préparer au pire. Êtes-vous de la famille? Sarah a secoué la tête, incapable d'expliquer qu'elle était une étrangère pour qui ce garçon était mort. Et le médecin a hoché la tête et a disparu à travers les portes de la salle de traumatologie, laissant Sarah seule avec Amelia dans une salle d'attente pleine d'urgence d'autres personnes. Un officier de police est arrivé pour prendre sa déposition, un jeune flic nommé Rodriguez, qui a tout écrit dans un carnet et a prononcé les mots liés aux gangs et enquêtes en cours. Et vous avez de la chance d'être en vie, madame. Il a demandé si Sarah avait des ennemis, si son mari avait des liens avec des organisations criminelles, si elle avait vu quelque chose de suspect avant l'attaque, et Sarah a répondu avec prudence parce que oui, Daniel était un membre important des Hells Angels. Et oui, elle savait exactement dans quel genre de monde il vivait, mais elle n'avait jamais imaginé que ce monde les suivrait dans un restaurant un samedi après-midi. Rodriguez a pris le hoodie déchiré de William comme preuve, le scellant dans un sac en plastique, et Sarah l'a regardé le manipuler et a senti quelque chose de froid se tordre dans son estomac parce qu'elle avait besoin de savoir qui était ce garçon, besoin de comprendre le lien. Elle a attendu que Rodriguez parte interroger d'autres témoins. Puis elle s'est approchée du sac de preuves posé sur le comptoir du poste des infirmières et a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a tendu la main et a sorti le hoodie avant que quiconque ne puisse l'arrêter. La photographie est tombée de la poche avant, atterrissant face visible sur le sol en linoléum. Sarah l'a ramassée avec des mains tremblantes et a senti le monde basculer de côté. Deux hommes se tenaient devant un clubhouse à Oakland, les bras autour des épaules l'un de l'autre, des gilets en cuir les marquant comme des frères Hells Angels, tous deux souriant à la caméra avec la confiance aisée d'hommes qui avaient affronté la mort ensemble en un. L'un d'eux était Daniel, plus jeune de quelques années, mais reconnaissable avec ses tatouages sur les manches et la cicatrice au-dessus de son sourcil gauche d'une bagarre de bar au Nevada. L'autre homme était asiatique, fortement musclé avec Reaper cousu sur son gilet et des yeux qui portaient le poids de la violence. Sarah connaissait ce visage. Daniel était rentré chez lui 6 mois plus tôt d'une visite en prison avec les yeux rougis et une bouteille de whisky. Et il lui avait dit que Marcus Reaper n'aurait pas dû être tué dans une émeute et qu'ils s'étaient saoulés ensemble pendant que Daniel parlait de fraternité et de loyauté et de dettes qui ne pourraient jamais être remboursées. Mais Daniel n'avait jamais mentionné que Marcus avait un fils, n'avait jamais dit un mot sur un garçon de 14 ans qui pourrait être là-bas quelque part seul, sans protection. N'avait jamais donné à Sarah aucune raison de croire qu'il gardait des secrets qui pourraient me faire tuer des gens. Si vous regardez toujours sans vous abonner, commentez ci-dessous. Quel secret garderiez-vous pour protéger votre famille? Sarah a retourné la photographie. Au dos, dans une écriture qui semblait appartenir à quelqu'un qui n'écrivait pas souvent, il y avait 5 mots. La fraternité ne finit pas avec le sang. Elle a fixé ces mots pendant qu'Amelia tirait sur sa manche, demandant quand il pourrait rentrer à la maison. Et les mains de Sarah tremblaient si fort que la photographie a failli glisser de ses doigts. Il y a 6 mois, Daniel est rentré à la maison et lui a dit que Marcus était mort. Il y a 6 mois, il s'était saoulé et avait pleuré et fait des promesses à l'air vide de s'occuper de ce que Marcus avait laissé derrière lui. Mais il n'avait jamais mentionné un fils, n'avait jamais dit le nom de William, n'avait jamais expliqué pourquoi un garçon sans abri de 14 ans, avec les yeux de Marcus Chen, regarderait leur famille depuis l'ombre, portant une photographie de Daniel comme un talisman, attendant le moment où il pourrait prouver que la fraternité ne finissait pas avec le sang en se jetant sur une grenade pour sauver la femme et la fille de Daniel. Sarah a regardé la photographie de son mari et de Marcus Reaper Chun, leurs bras autour l'un de l'autre comme des frères, tous deux souriant à la caméra sans savoir que des années plus tard, l'un d'eux serait mort en prison et l'autre mentirait à sa femme à propos de quelque chose de bien plus sombre qu'elle n'aurait jamais imaginé.
Et Sarah a réalisé avec une certitude froide qui s'est installée dans ses os comme le givre qu'elle ne connaissait pas du tout son mari. Ne comprenait pas quelle promesse il avait faite, ou quelle dette il devait, ou quel genre de danger il avait apporté à leur porte. L'attaque à la grenade n'était pas aléatoire. Le garçon n'était pas un inconnu. Et Daniel lui avait menti pendant 6 mois à propos de quelque chose d'assez important pour que des gens soient prêts à tuer des enfants pour le garder enterré. Elle se tenait dans le couloir de la salle d'urgence, tenant une photographie de 2 hommes qui s'appelaient frères, tandis que dans la salle de traumatologie 3, leurs médecins se battaient pour sauver la vie d'un garçon sans abri qui avait décidé que sa famille valait la peine de mourir. Et Sarah a compris avec une clarté absolue que rien ne serait plus jamais normal. Le téléphone de Daniel a explosé avec l'appel de Sarah à 15h15 alors qu'il se tenait au clubhouse des Hells Angels à San Bernardino, 3 bières bien avancées dans une partie de poker du samedi après-midi avec Viper et 2 prospects qui apprenaient à la dure à ne pas bluffer contre le président du club. Au moment où il a entendu la voix de Sarah haute et tremblante et fausse d'une manière qui a fait geler son sang, il se dirigeait vers sa Harley avant qu'elle ne finisse de prononcer les mots « explosion » et « Amelia est en sécurité ». Et il y a un garçon, Daniel. Il nous a sauvés. Il est en train de mourir. Il n'a pas posé de questions, n'a pas expliqué à Viper pourquoi il courait soudainement vers la sortie. Il a juste crié « Riverside Medical Center ». Sarah et Amelia attaquaient par-dessus son épaule et a mis sa moto en marche avec assez de force pour casser la béquille. Le trajet de San Bernardino à Riverside prenait généralement 45 minutes dans la circulation. Mais Daniel l'a fait en 28, zigzaguant entre les voitures sur l'autoroute 60 avec son moteur hurlant et son esprit parcourant chaque ennemi qu'il s'était fait en 15 ans portant le patch des Hells Angels. Le Diablo était en tête de cette liste. Ils étaient en guerre depuis que l'accord d'armes de Vegas avait mal tourné 2 semaines plus tôt. 3 de leurs membres morts et la réputation du club saignant dans le désert. Mais Daniel avait gardé sa famille séparée de ce monde, avait construit des murs entre son gilet de cuir et la vie de banlieue de Sarah. S'était promis qu'Amelia ne verrait jamais la violence qui définissait sa fraternité. Il a traversé les portes de la salle d'urgence de Riverside University Medical Center, ressemblant exactement à ce qu'il était, un moteur de 6 pieds 2 pouces avec des tatouages sur les manches complètes et du meurtre dans les yeux. Et le garde de sécurité a tendu la main vers sa radio avant que Sarah n'apparaisse de la salle d'attente et ne court vers lui. Amelia était juste derrière elle et Daniel s'est agenouillé pour enrouler ses bras autour de sa fille. La sentant trembler contre sa poitrine, sa voix étouffée contre son gilet de cuir disant « Papa, il y a eu un boom et le garçon nous a sauvés et maman a du sang sur elle. » Daniel a levé les yeux vers Sarah au-dessus de la tête d'Amelia et a vu quelque chose sur le visage de sa femme qu'il n'avait jamais vu auparavant. Non pas la peur, non pas le soulagement, mais une fureur froide qui lui a fait penser à des animaux blessés acculés. Elle tenait quelque chose dans sa main, et quand elle le lui a tendu sans un mot, le cœur de Daniel s'est arrêté complètement. La photographie était froissée et tachée de sang, mais il l'a reconnue immédiatement. Clubhouse d'Oakland, 2023. Son bras autour de Marcus Reaper, Sean après qu'ils aient survécu à l'embuscade des Diablos à Los Angeles qui aurait dû les tuer tous les deux. La bouche de Daniel est devenue sèche alors qu'il fixait l'image. Et quand il a regardé Sarah, son expression lui a dit qu'elle avait déjà relié tout ce qu'il avait essayé de garder caché. Qui est le fils de Marcus Chen? La voix de Sarah était calme, contrôlée, dangereuse. Et pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il existait? Autour d'eux. La salle d'urgence continuait son chaos normal d'enfants qui pleuraient et de moniteurs qui bipaient et d'annonces par le système de sonorisation, mais Daniel avait l'impression qu'il se tenait dans un vide où le son ne pouvait pas atteindre. Amelia était toujours pressée contre lui, et il l'a transférée doucement vers une chaise de salle d'attente avec son lapin en peluche avant de se lever pour faire face à sa femme.
Son esprit tourbillonnait à travers des réponses, à travers des mensonges et des demi-vérités et des esquives. Mais les yeux de Sarah l'ont arrêté net parce qu'elle savait déjà qu'il avait gardé des secrets. Et toute autre malhonnêteté en ce moment brûlerait ce qui restait de leur confiance. Son nom est William. Daniel a dit finalement, sa voix rauque. Marcus avait un enfant d'une relation avant le club. Je savais pour lui. Je pensais qu'il s'était arrêté, a passé une main sur son visage, a senti le poids d'une promesse brisée écraser sa poitrine. Je pensais que le système de placement familial l'avait placé avec de la famille en Oregon après la mort de Marcus. Je l'ai cherché, Sarah. Pendant 2 mois, j'ai cherché, mais toutes les pistes ne menaient nulle part, et j'ai supposé qu'il était en sécurité quelque crâne pris en charge, vivant une vie normale loin de tout ça. La salle d'attente semblait trop petite, soudainement trop exposée, et Daniel a guidé Sarah et Amelia vers un coin près des distributeurs automatiques où ils avaient un peu d'intimité. Une infirmière a essayé de leur offrir du café, mais Sarah l'a renvoyé avec une impatience à peine contrôlée, son attention fixée sur Daniel comme un viseur laser. Ce garçon a été sans abri, Sarah a dit, chaque mot précis et coupant. Vivant dans les rues de Riverside, regardant notre famille, et aujourd'hui, il s'est jeté sur une grenade pour me sauver, moi et Amelia. Elle a relevé la photographie à nouveau, sa main tremblant maintenant. La fraternité ne finit pas avec le sang. C'est ce qui est écrit au dos. Qu'est-ce que cela signifie, Daniel? Quelle promesse as-tu faite à Marcus? Daniel a senti quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine, une blessure qu'il avait essayé d'ignorer pendant 6 mois. Et il s'est penché contre le mur parce que ses jambes se sont soudainement senties peu fiables. Marcus m'a sauvé la vie, il a dit doucement, regardant sa fille au lieu de sa femme parce que le visage innocent d'Amelia était plus facile que le regard accusateur de Sarah. Il y a 3 ans, l'embuscade des Diablos à LA, 5 d'entre eux attendant devant un club de striptease où nous collections. Ils avaient des armes automatiques et un plan pour m'exécuter sur le parking, envoyer un message au club concernant le territoire. Marcus l'a vu venir, m'a poussé derrière une voiture, a pris 3 balles qui étaient destinées à mon crâne. Le flashback a frappé Daniel avec force physique, le son des coupes de feu résonnant sur le béton. Le corps de Marcus secouait alors que des balles traversaient son gilet, la toux humide et le sang sur ses lèvres, alors que Daniel le traînait à couvert et ripostait jusqu'à ce que les Diablos se dispersent. Le trajet jusqu'à l'hôpital avec Marcus saignant dans ses bras, tous deux sachant qu'il venait d'échanger sa vie contre celle de Daniel. La dette tacite s'installant entre eux plus lourde que n'importe quel mot. Il a survécu. Daniel a continué, sa voix lointaine maintenant, perdue dans le souvenir. À peine passé 2 semaines en soins intensifs. Et quand il s'est réveillé, il n'a pas demandé de gratitude ou de remboursement. Il a juste dit « La fraternité ne finit pas avec le sang ». Et nous étions quittes. Mais ils n'étaient pas quittes, pas vraiment, parce que ce genre de dette ne pouvait jamais être remboursé avec des mots ou de l'argent ou des faveurs. Quand Marcus a été arrêté 6 mois plus tard pour des accusations d'armes, prenant de la faute pour une opération de club qui aurait envoyé Daniel en prison fédérale, Daniel lui avait rendu visite chaque semaine, a promis de s'occuper de son fils, a juré que William ne serait jamais seul. Marcus m'a fait promettre, Daniel a dit, rencontrant les yeux de Sarah maintenant, avant que l'émeute de la prison ne le tue. Il a dit, trouve mon garçon, garde-le en sécurité, donne-lui ce que je n'ai pas pu, et j'ai essayé. Sarah, je jure devant Dieu que j'ai essayé, mais le système de placement familial m'a fait obstruction. A dit qu'il ne pouvait pas divulguer d'informations, et chaque détective privé que j'ai engagé est revenu bredouille. Sarah est restée silencieuse un long moment, traitant, et Daniel pouvait voir son esprit travailler à travers les implications et les chronologies et les mensonges d'une mission. Donc ce garçon a été là-bas pendant 8 mois, elle a dit finalement seule, affamée. Probablement à nous suivre parce qu'il a trouvé cette photographie et a pensé que tu honorerais ta promesse à son père.
La culpabilité a frappé Daniel comme un marteau parce que oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Et William lui avait été invisible. Un autre gamin sans abri dans les rues de Riverside que Daniel dépassait sans le voir, sans le reconnaître, sans le sauver. Je l'ai déçu, Daniel a admis, sa voix se brisant. J'ai déçu Marcus. Et aujourd'hui, ce garçon de 14 ans a payé pour mon échec en se jetant sur une grenade destinée à ma famille. Amelia a levé les yeux de son lapin, confuse par les larmes de son père, et Sarah l'a serré contre elle d'un bras tout en tenant la photographie de l'autre. Le moment est resté suspendu entre eux, fragile et aiguisé, jusqu'à ce que les portes de la salle de traumatologie s'ouvrent et qu'un médecin s'approche, portant l'expression épuisée de quelqu'un qui mène une bataille perdue. « Êtes-vous la famille ?» a demandé le médecin, regardant entre Daniel et Sarah avec incertitude parce qu'ils n'étaient clairement pas habillés comme des parents de banlieue typiques. Daniel dans son gilet de cuir et Sarah portant toujours des vêtements trempés de sang. « Nous sommes sa famille. » Sarah a dit fermement, ne laissant aucune place à la discussion. Et Daniel a senti quelque chose changer dans sa poitrine parce que sa femme venait de revendiquer comme le leur un garçon sans abri qu'elle avait rencontré 1 heure plus tôt. Le médecin a hoché la tête, consultant une tablette. William est en vie, mais à peine. Multiples blessures pénétrantes, hémorragie interne significative, dommages à son foie, à sa rate et à son rein gauche. Il a besoin d'une chirurgie immédiate, mais elle sera extensive. Nous parlons de 7 à 8 heures en salle d'opération, complications possibles, longue convalescence, même si tout se passe parfaitement. Le médecin a fait une pause et Daniel a su ce qui allait venir ensuite parce qu'il avait déjà entendu ce discours quand Marcus se vidait de son sang il y a 3 ans. La chirurgie coûtera environ 180 000 $ sans assurance. William a-t-il une couverture? L'estomac de Daniel s'est serré. Les fonds du club étaient gelés. La DEA avait perquisitionné leur compte il y a 2 semaines dans le cadre de l'enquête de Vegas. Tout bloqué en attendant un examen fédéral. Ses économies personnelles ne couvriraient pas la moitié de ce montant et ils avaient besoin de l'argent maintenant, pas après que les avocats aient débloqué les actifs dans 6 mois. Combien de temps avons-nous? Daniel a demandé, sa voix tendue. Le médecin a vérifié sa montre avec une précision clinique. Il est stable pour l'instant, mais nous devons opérer dans les 2 prochaines heures où ses chances diminuent considérablement. J'aurais besoin d'une confirmation de paiement avant que nous puissions procéder. Il n'a pas dit le reste. Que les hôpitaux n'effectuaient pas de chirurgie coûteuse sur des adolescents sans abri sans paiement garanti. Que William serait stabilisé et transféré aux soins du comté où il attendrait sur une liste pendant que ses organes défailliraient. Mais Daniel l'a entendu de toute façon dans la neutralité prudente du ton du médecin. Alors que le médecin s'éloignait, un administrateur d'hôpital s'est matérialisé de nulle part. Un homme mince en costume bon marché avec l'efficacité prédatrice de quelqu'un dont le travail consistait à extorquer de l'argent à des personnes désespérées. Ses yeux se sont fixés sur les tatouages visibles de Daniel. Les patchs des Hells Angels sur son gilet, l'aura générale de violence contrôlée que Daniel portait comme du parfum. Monsieur, l'administrateur a commencé à vérifier son presse-papier. Je ne vois pas le nom de famille de William dans notre système et j'ai remarqué votre affiliation au club. Son sourire était froid, professionnel. Je vais avoir besoin de garanties de paiement avant la chirurgie ou je devrais contacter les autorités locales concernant une activité de gang potentielle sur les lieux de l'hôpital. La menace était claire. Payer où Daniel aurait des flics rampant sur lui, posant des questions sur l'attaque de la grenade et les guerres de gang, et pourquoi un membre des Hells Angels s'intéressait soudainement à un garçon sans abri mourant. Daniel a senti la rage monter dans sa gorge, chaude et acide. Mais la main de Sarah sur son bras l'a empêché de faire quelque chose de stupide, comme briser la mâchoire de l'administrateur devant les caméras de sécurité. « Nous vous procurerons l'argent », Sarah a dit, sa voix toujours enveloppée de soie. 2 heures.
L'administrateur a hoché la tête et a disparu, et Daniel a immédiatement sorti son téléphone pour appeler Viper. Le président de son club a répondu à la deuxième sonnerie, la voix tendue par l'inquiétude. « Parle-moi. » Daniel a expliqué en phrases rapides l'identité de William, la chirurgie, le coup, les comptes gelés, et Viper est resté silencieux pendant exactement 3 secondes avant de répondre. Vote d'urgence. J'appellerai les membres à patch complet. Nous pouvons liquider l'équipement des bars, puiser dans les réserves personnelles, réclamer des dettes pour le gamin de Reaper, pour le garçon qui a sauvé votre famille. Nous allons le faire. Daniel a senti sa gorge se serrer parce que c'était de la fraternité. C'était ce que le patch signifiait au-delà de la violence et du territoire et de l'entreprise criminelle. Prendre soin des siens, honorer les dettes, protéger la famille même quand la famille était un adolescent sans abri que vous n'aviez jamais rencontré. Il a raccroché et s'est tourné vers Sarah sur le point d'expliquer que le club allait s'en sortir quand son téléphone a vibré avec un texte d'un numéro inconnu. Le sang de Daniel s'est glacé en lisant le message et Sarah a vu son expression changer et lui a attrapé le poignet. Qu'est-ce que c'est? Daniel a tourné le téléphone pour qu'elle puisse voir. Le texte était court, brutal, accompagné d'un emoji de gang Diablo. Le garçon meurt ce soir. Votre famille aussi. Vous auriez dû rester en dehors de Vegas. Le visage de Sarah est devenu blanc et les yeux de Daniel se sont dirigés vers l'entrée de l'hôpital juste à temps pour voir 2 silhouettes en hoodies noirs pousser les portes automatiques, les mains cachées dans les poches de leur veste, se déplaçant avec la détermination décontractée d'hommes venus finir ce que la grenade avait commencé. Sa main s'est portée instinctivement à sa ceinture, mais il ne portait rien. Vous n'apportez pas d'armes dans les hôpitaux. Et les silhouettes scannaient la salle d'urgence avec une précision méthodique, cherchant les survivants de la cabine sept. Daniel a attrapé le bras de Sarah et la main d'Amelia, sa voix basse et urgente. Salle d'attente chirurgicale du 4e étage. Verrouillez la porte maintenant. Ne sortez pas avant que je ne vous appelle. Sarah a commencé à discuter, mais l'expression de Daniel l'a arrêtée net parce qu'elle n'avait jamais vu ce regard auparavant. Pure concentration prédatrice. Le visage d'un homme qui avait déjà tué et tuerait à nouveau pour protéger ce qui était à lui. Sarah a ramassé Amelia et a couru vers la cage d'escalier. Et Daniel s'est retourné pour faire face aux 2 silhouettes qui venaient de le repérer à travers la salle d'urgence, leurs yeux se fixant sur son patch des Hells Angels avec reconnaissance et intention. Et alors qu'ils commençaient à se diriger vers lui, leurs mains sortant de leurs poches, révélant les formes sombres d'armes dissimulées. Daniel a réalisé avec une certitude absolue que les 10 prochaines minutes détermineraient si sa famille vivrait ou mourrait, s'il pourrait honorer sa promesse à Marcus, si la fraternité signifiait quelque chose au-delà des mots ancrés sur des photographies et du sang versé sur le béton. Et il était à 45 minutes de renfort avec 2 tueurs à gages armés des Diablos, réduisant la distance entre eux et William, gisant inconscient dans une salle de traumatologie, sans personne pour le protéger, sauf un motard avec une promesse brisée et les mains vides. Daniel avait exactement 4 secondes avant que le premier tueur à gages n'atteigne la distance de frappe, et il en a utilisé 3 pour calculer les angles et les sorties et l'emplacement de chaque caméra de sécurité dans la salle d'urgence du Riverside University Medical Center. La 4e seconde, il l'a passé à saisir un support métallique à 4 pieds d'un brancard abandonné et à le balancer comme une batte de baseball sur le luminaire au plafond le plus proche, brisant les tubes fluorescents et plongeant cette section des urgences dans une obscurité vacillante ponctuée de panneaux de sortie de secours. Le tueur à gages des Diablos à gauche, grand, hispanique, tatouage au cou visible au-dessus du col de son hoodie, a sorti un Glock de sa ceinture, mais a hésité parce que la sécurité de l'hôpital était à 20 pieds et des coups de feu feraient entrer tous les flics de Riverside à travers ses portes. Cette hésitation lui a coûté cher. Daniel a parcouru la distance en 2 enjambées et a enfoncé la base du support à 4 pieds
dans le plexus solaire du tueur à gages assez fort pour le plier en deux, puis a levé son genou dans le visage descendant de l'homme avec un craquement qui a ressemblé à de la poterie qui se brise. Le Glock a cliqueté sur le linoléum, et Daniel l'a poussé sous un distributeur automatique, ses mains déjà en mouvement pour intercepter le deuxième tueur à gages, qui tournait à droite avec un couteau étendu bas et professionnel. Le genre de travail de l'âme qui parlait de cours de prison et de tuerie en espace confiné. La salle d'urgence a éclaté dans le chaos, des infirmières criant, des patients se précipitant vers les sorties, le garde de sécurité Rodriguez criant dans sa radio pour du renfort. Mais la concentration de Daniel s'est réduite aux 6 pieds d'espace entre lui et l'homme essayant de l'éventrer. Le tueur à gages a feinté à gauche et a tranché à droite, un mouvement que Daniel reconnaissait des combats de rue à l'extérieur du clubhouse de San Bernardino. Et il s'est tordu sur le côté, sentant la lame frôler ses côtes assez près pour déchirer sa chemise. Daniel a attrapé un plateau roulant d'instruments médicaux et l'a lancé au visage du tueur à gages, des scalpels et des pinces se dispersant comme des éclats, lui achetant 2 secondes pour atteindre la porte de l'escalier où Sarah avait disparu avec Amelia. Il l'a traversée avec le deuxième tueur à gages juste derrière lui, le couteau traçant une ligne sur son omoplate qui brûlait chaud et immédiatement. Et Daniel savait qu'il saignait, mais ne pouvait pas s'arrêter pour évaluer les dégâts parce que Sarah et Amelia étaient 4 étages plus haut et complètement sans protection. Le tueur à gages l'a plaqué sur le palier entre le premier et le deuxième étage, les 2 hommes s'écrasant contre des murs de béton assez forts pour se fissurer les côtes, et Daniel a goûté du cuivre dans sa bouche alors qu'il se débattait pour le contrôle du couteau. Ils ont dévalé 3 marches enlacées, la tête de Daniel rebondissant sur le bord d'une contre-marche, des étoiles explosant dans sa vision, le poids du tueur à gages le pressant avec la pointe du couteau planant à 6 pouces de sa gorge. Daniel pouvait sentir l'haleine de l'homme, cigarette et rage et l'odeur chimique de la méthamphétamine. Et il a réalisé avec une clarté froide que ce n'était pas seulement une affaire de gang. C'était personnel, le genre de haine qui venait de voir des amis mourir dans le désert de Vegas. La main libre du tueur à gages s'est enroulée autour de la gorge de Daniel, serrant, coupant l'air, et la vision périphérique de Daniel a commencé à s'assombrir en vision en tunnel, ce qui signifiait que l'inconscience était à quelques secondes. Sa main droite a fouillé sur le palier en béton, cherchant n'importe quoi, ne trouvant rien. Les doigts se refermant sur l'air vide jusqu'à ce qu'ils effleurent quelque chose de métallique coincé dans le coin. Un support de fixation d'extincteur arraché du mur. Les doigts de Daniel l'ont enroulé et il a balancé aveuglément vers le haut, frappant le tueur à gages à la tempe avec assez de force pour faire pivoter la tête de l'homme de côté. La prise sur sa gorge s'est relâchée et Daniel a aspiré un air qui avait le goût de sang et de liberté, puis a balancé encore et encore jusqu'à ce que le tueur à gages s'effondre de côté et cesse de bouger. Daniel s'est traîné debout, haletant, saignant de l'épaule et d'une coupure au-dessus de l'œil dont il ne se souvenait pas, et a regardé le membre inconscient des Diablos. Le Glock 19 de l'homme était glissé dans un étui de cheville. Daniel l'a libéré, a vérifié le chargeur par mémoire musculaire, l'a trouvé entièrement chargé avec une balle dans la chambre. Quelque part en dessous d'eux, la sécurité inondait la cage d'escalier. Et quelque part au-dessus, le premier tueur à gages que Daniel avait laissé tomber aux urgences était probablement en train de reprendre conscience et d'appeler des renforts. Daniel a monté les escaliers 2 par 2 vers le 4e étage, ses jambes brûlant et ses épaules hurlant de protestation à chaque mouvement, et il rejouait le visage de Sarah dans son esprit. La fureur froide, la peur contrôlée, la détermination absolue à protéger Amelia. Et il a réalisé qu'il n'avait jamais réellement interrogé sa femme sur son passé avant qu'ils ne se rencontrent. N'avait jamais demandé pourquoi une mère de banlieue se déplaçait avec l'efficacité de quelqu'un entraîné à la violence. Salle d'attente chirurgicale du 4e étage, lui a-t-il dit.
Mais alors que Daniel traversait la porte de l'escalier dans le couloir, il a vu le premier tueur à gages des urgences boitiller vers une porte verrouillée au bout du couloir. Son visage un masque de sang du nez cassé que Daniel lui avait donné. Et le tueur à gages levait sa botte pour défoncer la porte derrière laquelle Sarah et Amelia étaient piégées. Daniel a levé le Glock et a crié « Officier fédéral, lâchez votre arme ». Un mensonge qui lui a fait gagner exactement 1 seconde alors que le tueur à gages se tournait vers lui au lieu de forcer la porte. 1 seconde a suffi. Daniel a réduit de moitié la distance avant que l'arme du tueur à gages ne se lève, et ils sont entrés en collision dans le couloir à l'extérieur de la salle d'attente chirurgicale, dans un enchevêtrement de poings et de coudes, et une lutte acharnée en espace confiné où aucun d'eux ne pouvait obtenir un tir clair. Ils ont traversé la porte d'une salle de fourniture médicale, des étagères s'effondrant autour d'eux dans une avalanche de paquets de guaises et de plateaux d'instruments stériles. Les 2 hommes se battant avec l'intensité vicieuse de personnes qui comprenaient qu'un seul d'entre eux sortirait. Le tueur à gages était plus jeune, plus rapide, moins blessé, et il a mis son avant-bras autour de la gorge de Daniel dans une prise d'étranglement qui a fait danser des points noirs dans la vision de Daniel. Daniel a frappé son coude en arrière dans le rein de l'homme 1 fois, 2 fois, 3 fois. Sentant quelque chose féder, entendant le souffle du tueur à gages exploser en un grognement douloureux, la prise d'étranglement s'est relâchée suffisamment pour que Daniel puisse se libérer et attraper un bassin de lit en métal des débris autour d'eux, le balançant avec tout ce qu'il lui restait dans le côté du crâne du tueur à gages. L'impact a résonné dans la petite pièce comme un gong, et le tueur à gages est tombé comme si ses ficelles avaient été coupées. Daniel s'est tenu au-dessus de l'homme inconscient, la poitrine haletante, le sang s'égouttant de son épaule et de son visage sur le linoléum blanc. Et pendant un instant, le seul son était sa propre respiration irrégulière. Il a pris le Glock du tueur à gages, mieux armé que désolé, et a trébuché hors de la salle de fourniture vers la porte de la salle d'attente chirurgicale qui était toujours verrouillée. « Sarah » a-t-il appelé, sa voix, « c'est moi. » Pendant 3 battements de cœur, rien ne s'est passé, et l'esprit de Daniel a parcouru de terribles possibilités d'autres tueurs à gages, d'autres entrées, d'autres façons dont les Diablos auraient pu atteindre sa famille. Puis il a entendu le loquet cliquer, et la porte s'est ouverte de 6 pouces, et le visage de Sarah est apparu dans l'espace. Non pas en larmes ou soulagé ou traumatisé, mais évaluant froidement, ses yeux scrutant Daniel pour des blessures avant de vérifier le couloir derrière lui, avec la précision systématique de quelqu'un entraîné à l'évaluation des menaces. Elle a ouvert la porte plus grand, et Daniel a vu Amelia assise dans un coin derrière un canapé renversé, son lapin serré contre sa poitrine, ses yeux énormes et sous le choc. Mais ce qui a arrêté Daniel net, c'est la façon dont Sarah avait barricadé la porte. Des meubles empilés stratégiquement pour créer des points d'étranglement, un extincteur positionné à hauteur de tête pour quiconque forcerait l'entrée. Et dans sa main droite, un scalpel qu'elle avait en quelque sorte acquis, tenu bas et prêt avec la prise de quelqu'un qui savait exactement où couper pour mettre fin rapidement à un combat. « Où as-tu eu ça ?» a demandé Daniel, hochant la tête vers le scalpel, et Sarah a suivi son regard vers sa propre main, comme si elle avait oublié qu'elle tenait une arme. Chariot de fourniture dans le couloir, elle a dit, le posant soigneusement sur une table d'appoint. Avant que je ne nous enferme. Elle s'est dirigée vers Amelia et s'est agenouillée à côté de sa fille, vérifiant les blessures avec des touches rapides et efficaces. Et Daniel a regardé sa femme travailler et a réalisé qu'il regardait une étrangère. La mère de banlieue qui coupait des crêpes et faisait du covoiturage et s'inquiétait des devoirs de mathématiques de 3e année d'Amelia était partie, remplacée par quelqu'un qui barricadait les portes avec une efficacité tactique et s'armait sans hésitation et ne montrait aucune peur visible malgré avoir juste survécu à une attaque à la grenade et à un siège. « Sarah » Daniel a dit lentement, « comment savais-tu faire tout ça? »
Sa femme a levé les yeux vers lui avec des yeux qui portaient un poids qu'il n'avait jamais remarqué auparavant, a ouvert la bouche pour répondre, puis s'est figé alors que des pas résonnaient dans la cage d'escalier. Plusieurs pas se déplaçant rapidement, et Daniel a levé les deux Glocks vers le son avant que Sarah ne lui attrape le poignet avec une force surprenante. Non, elle a dit. Ce sont des bottes de combat renforcées, équipement de police standard. Écoutez la cadence. C'est une formation tactique, pas des membres de gang. Daniel a baissé les armes alors qu'une unité tactique inondait le couloir du 4e étage. Des officiers en tenue SWAT, avec des fusils d'assaut et des boucliers balistiques, criant des ordres de se mettre au sol. Il a laissé tomber les deux Glocks et a levé les mains, s'agenouillant tout en gardant les yeux sur Sarah et Amelia. Et à travers le chaos contrôlé de la police sécurisant l'étage et vérifiant les deux tueurs à gages inconscients, Daniel a regardé sa femme se positionner entre Amelia et les officiers avec ses mains visibles, mais sa posture équilibrée, prête à se déplacer dans n'importe quelle direction, le poids distribué comme un combattant attendant le gong. L'un des officiers tactiques, un sergent aux cheveux argentés et au visage buriné, s'est approché de Sarah pour vérifier si elle avait besoin de soins médicaux, mais s'est arrêté à 3 pieds et l'a juste fixé du regard. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous ratez le plus grand rebondissement. Appuyez sur ce bouton avant que la vérité ne détruise cette famille. Surgeon Sarah Reeves, l'officier, a dit, sa voix mélangeant confusion et reconnaissance. Task Force Viper, 3e division de Marines. J'ai servi avec vous à Kaboul, Opération Enduring Freedom 2018. Il a fait une pause, ses yeux scrutant le visage de Sarah comme s'il voyait un fantôme. Mais vous êtes morte dans un bombardement de convoi en 2019. J'étais à votre service commémoratif. Le couloir est devenu silencieux sauf pour le crépitement des radios de police et le son lointain des sirènes. Daniel a fixé sa femme, Sarah, le sergent Sarah Reeves ou quel que soit son vrai nom, et a regardé toute la couleur s'écouler de son visage jusqu'à ce qu'elle semble pouvoir s'effondrer. Amelia demandait « Maman, qu'est-ce qu'il veut dire ?» d'une petite voix confuse, mais Sarah ne pouvait pas répondre parce qu'elle était enfermée dans un concours de regards avec le sergent tactique qui venait de faire éclater toute l'identité derrière laquelle elle se cachait. L'esprit de Daniel parcourait leurs 6 ans de mariage, rejouant chaque conversation et histoire et mensonge soigneusement construits, et il a réalisé avec une certitude nauséabonde qu'il avait épousé un fantôme, avait construit une famille avec quelqu'un qui n'était pas censé exister, n'avait jamais réellement su qui était vraiment sa femme. Sarah, Daniel a dit, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. De quoi parle-t-il? Mais sa femme ne le regardait plus. Ne regardait plus Amelia ou la police ou le sergent tactique qui l'avait reconnu d'une vie qu'elle était censée avoir laissé enterrer. Elle regardait au-delà d'eux tous quelque chose de distant et de terrible. Et quand elle a finalement parlé, sa voix était plate et mécanique, le ton de quelqu'un lisant un script. Mon nom n'est pas Sarah. Mes papiers de décharge disent que je suis morte il y a 6 ans. Et les gens qui ont enterré cette identité vont être très intéressés de savoir que je suis toujours en vie. Daniel a senti le sol se déplacer sous lui comme un tremblement de terre. Tout ce qui était solide est soudainement devenu liquide. Et il fixait cette femme qu'il avait épousée et aimée, et avec qui il avait construit une vie et réalisait qu'il avait dormi à côté d'une étrangère qui portait des secrets assez profonds pour simuler sa propre mort. Le sergent tactique parlait dans sa radio, appelant les marshals fédéraux, mentionnant quelque chose sur la protection des témoins et les protocoles classifiés, et d'autres officiers se positionnaient autour de Sarah comme si elle était soit extrêmement précieuse, soit extrêmement dangereuse. Amelia a commencé à pleurer, sa voix s'élevant en un hurlement qui a traversé le chaos professionnel. Et Sarah s'est dirigée vers sa fille, mais 2 officiers se sont interposés entre elles. Et Daniel a vu l'expression de sa femme passer du choc au calcul froid. Le même regard qu'il avait vu sur son visage quand elle s'était armée du scalpel. Et il a compris avec une clarté horrifiante que quoi que Sarah ait été avant de devenir sa femme,
Quoi que la Task Force Viper signifiait et ce qui s'était passé à Kaboul et pourquoi elle avait simulé sa mort, tout cela revenait maintenant pour détruire tout ce qu'ils avaient construit. Et alors que la police les séparait dans différentes pièces pour l'interrogatoire et que les cris d'Amelia résonnaient dans le couloir du 4e étage, Daniel a fixé la femme qu'il pensait connaître et a réalisé que leur mariage entier avait été construit sur des mensonges. Et quelque part 4 étages en dessous d'eux, William se battait pour sa vie, portant des secrets sur Marcus et Vegas et la fraternité, pendant que le monde de Daniel brûlait autour de lui. Et il n'avait aucune idée de quel feu combattre en premier, ou si l'un d'eux survivrait à ce qui allait suivre. La salle d'interrogatoire au 5e étage de Riverside University Medical Center était à peine plus grande qu'un placard, converti d'un bureau d'administrateur avec une table pliante et 2 chaises en plastique qui rappelaient à Daniel chaque poste de police où il avait été traîné. Le détective Marcus, le sergent tactique qui avait reconnu Sarah, était assis en face de lui avec un dossier et l'expression patiente de quelqu'un qui avait interrogé des centaines de criminels et pouvait sentir l'évasion comme le sang et l'épaule de Daniel avait été bandée par une infirmière des urgences qui avait travaillé dans un silence tendu. Et maintenant, la blessure palpitait en même temps que son pouls, pendant que Marcus posait des questions auxquelles Daniel ne pouvait pas répondre honnêtement, sans détruire ce qui restait de sa famille. « Vous avez tué 2 hommes aujourd'hui », Marcus a dit. Bien que techniquement, les 2 tueurs à gages étaient vivants et menottés à des lits d'hôpital sous bonne garde. La légitime défense est claire. Le procureur ne portera pas plainte, mais j'ai besoin de comprendre le lien. Pourquoi les Diablos ont-ils ciblé votre famille dans un restaurant? Daniel s'est penché en arrière dans la chaise en plastique et a pesé ses options. La vérité exposerait les affaires du club et la guerre de gang en cours. Les mensonges le piégeraient quand les détails ne correspondraient pas, et le silence le ferait passer pour coupable de quelque chose de pire que la légitime défense. L'affaire des armes de Vegas, Daniel a dit, finalement, décidant qu'une vérité partielle était plus sûre qu'une fiction complète. Il y a 2 semaines, la transaction a mal tourné. 3 Diablos morts, les finances du club gelées par la DUA. Il se venge contre quiconque porte le patch. Marcus a hoché la tête comme s'il s'attendait exactement à cette réponse, ouvrant son dossier pour révéler des photos de surveillance de l'attaque du restaurant. Le SUV noir, la grenade en plein vol, la plongée de William capturée dans des images de sécurité granuleuses qui ont fait que la gorge de Daniel s'est serrée, et le garçon Marcus a demandé William « Comment un sans-abri de 14 ans s'intègre-t-il dans une guerre de gang ?» Daniel a fixé la photo de William se jetant vers la banquette et a senti le poids de la mort de Marcus Chin s'installer sur lui, frais et écrasant. « Son père m'a sauvé la vie il y a 3 ans, Daniel a dit doucement, et pris des balles destinées à moi. J'ai promis de m'occuper de son enfant quand il est mort en prison. J'ai échoué. » L'aveu a flotté dans la petite pièce comme de la fumée. Et Marcus a étudié le visage de Daniel avec l'intensité de quelqu'un lisant la vérité dans les micro-expressions. La plupart des gens n'apprennent jamais à contrôler. C'est une lourde dette. Marcus a dit, « La fraternité ne finit pas avec le sang. C'est ce que vous dites, vous? » Daniel a rencontré ses yeux. « C'est ce que nous voulons dire. » Marcus a fermé le dossier et s'est levé, se déplaçant vers la petite fenêtre qui donnait sur le parking de l'hôpital où des voitures de police et des berlines banalisées remplissaient chaque espace disponible. « Votre femme, il a dit sans se retourner. Sarah ou quel que soit son vrai nom. Vous savez, elle n'est pas qui elle prétend être. Ce n'était pas une question. » Et Daniel n'a insulté aucun d'eux en prétendant le contraire. « J'apprends cela aujourd'hui, » Daniel a admis, sa voix rauque d'épuisement et de trahison qui était dans son estomac comme du verre brisé. 6 ans de mariage et je n'ai jamais su qu'elle avait simulé sa mort. Jamais su qu'elle avait servi en Afghanistan. Jamais su qu'elle pouvait se battre comme ça. Il a fait une pause, se souvenant de l'efficacité froide de Sarah barricadant la porte, le scalpel dans sa prise exercée,
la façon dont elle avait identifié la police par la cadence de leurs bottes. De quoi fuyait-elle? Marcus s'est détourné de la fenêtre avec une expression qui mêlait neutralité professionnelle et sympathie personnelle. C'est classifié au-dessus de mon niveau d'habilitation. Mais les marshals fédéraux sont en route, et quand ils arriveront, Sarah ira en détention préventive, qu'elle le veuille ou non. Quoi qu'elle ait témoigné, contre qui qu'elle ait témoigné, ils voudront l'isoler jusqu'à ce qu'ils puissent évaluer la faille de sécurité. Daniel a senti la panique monter dans sa poitrine parce qu'isoler signifiait séparer d'Amelia, de lui, de toute chance d'explication ou de réconciliation. « C'est ma femme », il a dit, se levant si vite que sa chaise a reculé en raclant. « C'est la mère d'Amelia. Vous ne pouvez pas juste la prendre. » L'expression de Marcus s'est durcie. « Je ne peux pas arrêter la juridiction fédérale et vous non plus. » Il s'est dirigé vers la porte, a fait une pause la main sur la poignée. Pour ce que ça vaut, Sarah Reeves était l'une des meilleures infirmières de combat avec qui j'ai jamais servi. A sauvé 17 vies sous le feu à Kaboul. A eu une Bronze Star qu'elle n'a jamais portée. Quoi qu'elle fuit, elle a gagné le droit de fuir. Il a ouvert la porte et s'est écarté. Et Daniel a pris ce cas-là comme un renvoi. Marchant dans le couloir où la police traitait toujours la scène et le personnel médical naviguait autour du ruban de scène de crime. Il s'est dirigé vers la pièce où ils avaient emmené Sarah, sachant qu'il ne serait probablement pas autorisé à entrer, mais ayant besoin d'essayer quand même, ayant besoin d'entendre de sa propre bouche pourquoi elle avait construit tout leur mariage sur une identité fabriquée et des mensonges prudents. Il l'a trouvée dans une salle de consultation 2 portes plus loin, assise en face d'une officière qui prenait des notes sur une tablette. Et quand Sarah a levé les yeux et a vu Daniel dans l'embrasure de la porte, quelque chose s'est fissuré dans son expression soigneusement contrôlée. L'officière a commencé à s'opposer à la présence de Daniel, mais Sarah l'a interrompu. « Donnez-nous 5 minutes, s'il vous plaît. » L'officière a semblé incertaine, a jeté un coup d'œil à sa tablette comme si elle pouvait contenir des protocoles pour cette situation exacte, puis s'est levée et est partie avec un avertissement que les marshals fédéraux arriveraient dans l'heure. La porte s'est fermée et Daniel et Sarah étaient seuls pour la première fois depuis que son passé avait explosé dans leur présent et le silence s'est étiré entre eux lourd et aiguisé. « Sarah est-elle même ton vrai nom? » Daniel a demandé, et sa femme, ou qui qu'elle soit, est tressaillie comme s'il l'avait frappée. « Oui, on m'a dit, Sarah Reeves, c'était mon vrai nom. L'identité que je vous ai donnée, la licence de mariage, la vie que nous avons construite, cette partie n'était pas fausse. J'ai juste omis tout ce qui venait avant. » Elle s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre, son reflet spectral dans le verre. J'ai témoigné contre des entrepreneurs militaires en 2018. Hawthorne Security Group. Ils trafiquaient des armes aux insurgés talibans, vendant de la technologie américaine aux gens, tuant des soldats américains. J'étais une infirmière de combat. J'ai vu les armes revenir contre nous. Vu des amis mourir d'équipements qui étaient censés être détruits. Les mots ont jailli maintenant comme si elle les avait retenus pendant des années, et Daniel a écouté pendant que son monde continuait son effondrement au ralenti. Je l'ai signalé à la chaîne de commandement. Le DOJ, ouvert une enquête, m'a assigné à comparaître pour témoigner. Hawthorne avait des connexions, des entrepreneurs de la défense avec des contrats gouvernementaux valant des milliards, des gens très haut placés qui ne voulaient pas que leur flux d'argent soit interrompu. Le reflet de Sarah montrait de la tension autour de ses yeux, le poids des souvenirs qu'elle avait essayé d'enterrer. 3 jours après mon témoignage, mon convoi a été touché par un IED à l'extérieur de Kaboul. 5 morts, y compris ma meilleure amie. C'était censé ressembler à une attaque insurgée de routine, mais je savais que j'avais reçu des menaces, des messages me disant de rétracter mon témoignage ou des accidents se produiraient. Elle s'est détournée de la fenêtre pour faire face à Daniel directement. Le DOJ a offert la protection des témoins. Nouvelle identité, nouvelle vie, effacement complet de Sarah Reeves. Ils ont simulé ma mort dans un bombardement de convois, funérailles à cercueil fermé, tous les honneurs militaires. Je suis devenu quelqu'un d'autre,
j'ai déménagé en Californie et j'ai essayé d'oublier tout ce que j'avais vu et fait et perdu. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Puis je t'ai rencontré à ce bar de Riverside, un motard aux yeux gentils et qu'une fille qui avait besoin d'une mère. Et j'ai pensé que je pourrais peut-être avoir une vie normale. Peut-être que le passé resterait enterré. Alors je t'ai épousé, t'ai aimé, j'ai construit une famille avec toi et ne t'ai jamais dit la vérité parce que j'étais terrifié que les gens qui me chassaient te trouvent toi et Amelia et me punissent en détruisant tous ceux à qui je tenais. Daniel a senti de la colère et de la sympathie s'affronter dans sa poitrine, incapable de concilier la trahison avec l'amour authentique qu'il avait vu en 6 ans de mariage. Tu m'as menti tous les jours, il a dit, sa voix basse et dangereuse. Chaque matin, chaque soir, chaque fois que je posais des questions sur ton passé, et tu me nourrissais d'histoires soigneusement construites. Notre mariage entier est construit sur la tromperie. Les yeux de Sarah se sont remplis de larmes qu'elle n'a pas laissé tomber. J'ai menti pour te protéger, elle a dit, pour protéger Amelia. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne comprendrez jamais ce qui vient ensuite. Rejoignez-nous maintenant avant que cette famille ne se déchire complètement. Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous protéger du genre de personnes qui font disparaître les témoins. Daniel voulait la croire, voulait pardonner les mensonges et avancer. Mais la confiance, une fois brisée, était presque impossible à reconstruire. Et il regardait sa femme et voyait une soldate entraînée qui avait tué des insurgés et témoigné contre des entrepreneurs de la défense et vécu une vie de violence qu'il n'avait jamais imaginée. « Je ne sais même pas qui tu es », il a dit finalement. Et Sarah a tressailli à nouveau comme si chaque mot était un coup physique. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'est ouverte en grand et le détective Marcus est apparu avec une expression de préoccupation urgente. « Nous avons un problème », il a dit, leur faisant signe de le suivre. William est réveillé et il demande après vous deux. Daniel et Sarah ont échangé des regards et se sont rapidement déplacés dans le couloir vers la salle de réveil où William avait été transféré après sa chirurgie d'urgence initiale. Ils l'ont trouvé allongé dans un lit entouré de moniteurs et de 4 perfusions, son jeune visage pâle et tiré mais conscient, ses yeux suivant leurs mouvements alors qu'ils entraient. « Tu es Daniel », William a dit, sa voix faible mais claire. « Mon père m'a montré ta photo, a dit que vous étiez frères. » Daniel s'est approché du lit, regardant ce garçon qui portait les traits de Marcus dans la forme de sa mâchoire et l'intensité de son regard. « Ton père m'a sauvé la vie, » Daniel a dit. « J'aurais dû sauver la tienne. Je suis désolé de ne pas t'avoir trouvé plus tôt. » William a légèrement secoué la tête, grimaçant au mouvement. « Tu n'aurais pas pu me trouver. Je me cachais. Pas de toi deux. » Sa main s'est déplacée faiblement vers sa poitrine. « Ils n'étaient pas après ta famille aujourd'hui. Ils étaient après moi. » Sarah s'est rapprochée, sa formation de secouriste de combat la faisant automatiquement vérifier les signes vitaux de William sur les moniteurs. « Qui était après toi? » elle a demandé doucement. Les yeux de William ont bougé entre Daniel et Sarah, calculant quelque chose. Puis il a prononcé des mots qui ont tout changé. « Dans mon hoodie, il y a une poche cousue dans la doublure. Mon père l'a mise là avant de mourir. » Daniel a trouvé le hoodie déchiré et taché de sang de William dans un sac de preuves en plastique sur le comptoir. Et avec Sarah qui regardait, il a palpé l'intérieur jusqu'à ce que ses doigts trouvent une couture cachée. Il l'a déchiré et a sorti une carte micro SD pas plus grande qu'un ongle scellé dans du plastique étanche. « Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? » Daniel a demandé, la tenant à la lumière. La respiration de William était laborieuse maintenant. La conversation épuisant son énergie limitée. « Tout », il a chuchoté. L'accord de Vegas, les armes, la trace de l'argent, les Diablos travaillant avec des agents corrompus du FBI pour trafiquer des armes militaires. Mon père allait les exposer tous, remettre les preuves au département de la justice. C'est pourquoi ils l'ont tué en prison. On fait croire que c'était une émeute, mais c'était une exécution.
Les mots ont atterri comme des grenades dans la petite salle de réveil, et Daniel a senti les implications se répandre comme des fissures dans la glace. Le FBI, Sarah a dit, sa voix tranchante. Quels agents? Les yeux de William se fermaient maintenant, l'épuisement le submergeant. Ceux qui surveillaient votre maison depuis 3 mois, tant que je fasse surface, ils savaient que j'avais des preuves. Ils savaient que je viendrais à Daniel finalement à cause de la photographie, à cause de la fraternité. L'esprit de Daniel a parcouru les 3 derniers mois. Avait-il remarqué une surveillance des voitures banalisées, une activité inhabituelle autour de leur quartier de Riverside? Avait-il été si concentré sur les affaires du club et les retombées de Vegas qu'il avait manqué les agents fédéraux surveillant sa famille? Sarah lui a attrapé le bras, sa prise urgente. Si des agents corrompus du FBI sont impliqués, s'ils savent que William est ici et parle, ils viendront pour lui. Pour nous, pour les preuves. Elle a regardé le détective Marcus, qui écoutait depuis l'embrasure de la porte avec une alarme croissante. Nous avons besoin de protection. Une vraie protection. Pas des flics locaux qui ne sauront pas quels agents fédéraux faire confiance. Marcus a sorti son téléphone, a commencé à passer des appels, mais Daniel fixait la carte micro SD dans sa main. Plus petite,